Une question avant que tu ne commences. Anne, pourquoi ce titre? Alors ce titre, parce que ça fait au moins une vingtaine d'années que je vis avec cette citation de Malraux, qu'elle m'habite, qu'elle continue de m'interroger tous les jours et que particulièrement depuis 18 mois, je la trouve d'une actualité prégnante, pour ne pas dire poignante. Écoutez, tout d'abord, merci. Et Laurence, merci Ivan de votre invitation, de la confiance dont vous me témoignez. Merci beaucoup à tous les participants ce soir. Donc ce soir, je voulais particulièrement reprendre, alors là, je me suis permis d'utiliser un point d'interrogation, mais la phrase qu'on attribue à Malraux, qui est plutôt péremptoire, puisqu'elle se termine par un point. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Est-ce qu'elle est prophétique? Est-ce qu'elle a une dimension eschatologique, c'est-à-dire une dimension un peu fin du monde, fin des temps? Mais qu'est-ce qu'on entend aussi par spirituel? Quel type de spiritualité? En tout cas, cette phrase-là, pour moi, elle interroge véritablement la notion de passage qui est si chère à Laurence et à Ivan, entre un monde d'avant et un monde d'après. Trop souvent, les journalistes emploient ces termes-là sans véritablement nous dire qu'est-ce que c'est que le monde d'avant et le monde d'après. La question, c'est quel monde? Alors, si on est tout à fait réaliste, le monde d'avant, celui du XXe siècle, il était déjà, dans les années 70, très clairement identifié comme un monde en crise, déjà systémique, un monde en souffrance, où déjà, on pouvait témoigner de la surexploitation du vivant, parce qu'on étions déjà dans un excès d'extractivisme, de productivisme, de consumérisme, l'obsolescence programmée, qui sont au fondement de cette crise qui est à la fois aujourd'hui politique, économique, écologique, énergétique, sanitaire, éducative, culturelle, épistémologique, etc., etc. La liste est bien plus longue. Mais le monde d'après, qu'est-ce que c'est? C'est un monde qui est encore et toujours en crise, et voire une crise beaucoup plus grave et dramatique, dans le sens où, là, ces 18 derniers mois, je vais rester très polie en parlant des politiques kafkaïennes dont nous avons été victimes, mais nous sommes, nous, les peuples, maltraités. D'ailleurs, nous le voyons, des dépressions, pathologies mentales, chômage, immunodéficience, la surmortalité s'accroît du fait des politiques qui ont été mises en place. Ainsi, du coup, la question, c'est quel scénario voulons-nous? Est-ce que nous voulons un scénario de continuité, c'est-à-dire on continue comme avant, ou un scénario de rupture? Nous changeons, nous sommes en rupture avec le monde d'avant, dont on peut estimer qu'il n'était pas tout à fait à l'équilibre et bénéfique. Et la question, donc, qui choisit ce scénario? Parce que selon qui choisit ce scénario, eh bien, les réponses sont tout à fait différentes. Donc, je vais vous partager ma vision de la crise. Au travers, j'ai choisi l'histoire de l'art ce soir. Donc, je choisis des tableaux de l'art classique. Et juste au préalable, je vais vous partager très succinctement ce qui constitue ma grille de lecture, ma grille d'analyse du monde, politique, psychologique et spirituel, d'où ça vient. J'articule en fait 3 types de focales. La première focale, on va dire qu'elle est ternaire. Eh bien, c'est une focale. Ah, je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à bouger mes slides, pardon. Ternaire, pourquoi? Parce que l'individu, l'être, est constitué en fait de 3 champs. Il est tridimensionnel. Il a un corps, une âme et un esprit. Cette tripartition de l'être, elle n'est absolument pas nouvelle. Il n'y a rien d'innovant à cela. C'est très, très, très ancien. On peut évoquer Platon, qui est l'un des premiers philosophes grecs à l'avoir théorisé. Lui parlait donc de l'épithumia, du thumos et du logistikon, chacun étant le centre des désirs, des affects pour l'épithumia, de la volonté, du courage et des émotions pour le thumos, et le logistikon étant à la fois celui qui gouverne la raison, le siège de l'intellect, également celui de l'esprit, qui préside au monde des idées, qui le met en relation. Chaque centre est en relation l'un avec l'autre, l'esprit gouvernant et étant garant de l'ordre et de la sagesse, le thumos, le cœur, l'âme, étant garant de l'équilibre entre les 3 centres. C'est comme une sorte de gardien des 3, et l'épithumia étant le garant de la force vitale. On la retrouve aussi en médecine chinoise, notamment au travers du shen, l'âme spirituelle, le hun, l'âme émotionnelle, et le po, l'âme corporelle. On la retrouve aussi dans l'hindouisme, que ce soit au travers des gunas, les qualités fondamentales, ou des doshas, les énergies vitales de l'être. Le sattva, l'harmonie, plutôt éthérique dans sa nature. Raja, l'énergie, désir, passion, plutôt pleine de feu. Ou le tama, plutôt l'inertie, en tout cas la dimension très tellurique. Donc cette répartition-là, elle est valable au plan tout à fait individuel.
Mais cela dit, elle est également valable au plan collectif. Je m'en réfère ici aux travaux d'un historien, Georges Dumézil, qui avait analysé et répertorié donc la tripartition des sociétés indo-européennes de cette manière. Il disait qu'à la base de la société, le corps collectif, le corps social, celui qui assurait la fonction productive, sont ceux qui travaillent, les laboratores. Au niveau de l'âme et du cœur, eh bien, ce sont ceux qui combattent, ceux qui font la guerre, bella, les bellatores, qui assurent la défense et la protection, souvent les nobles, la noblesse. Et au niveau plutôt du mental et de l'esprit, oratores, ce sont ceux qui prient. Donc, c'était les hommes d'église, ceux qui assuraient la fonction sacerdotale. Évidemment, aujourd'hui, on retrouverait, avec les changements de paradigme qui sont les nôtres, on parlerait beaucoup plus peut-être des politiques ou d'autres types de personnalités. Là aussi, rien de nouveau. Pascal l'avait théorisé déjà au travers des 3 ordres, l'ordre des esprits, de la charité et des corps. Tout le monde connaît sous l'Ancien Régime la tripartition, tiers état, noblesse, clergé, et nous connaissons également le système des castes hindou. Donc, ça, c'est la première articulation, la focale ternaire. J'ai également un deuxième volet qui est une focale binaire. Anne, du coup, oui. Anne, si je t'interromps, je te pose une question. Ça veut dire que cette vision tripartite est universelle? Ça veut dire que du coup, nos lectures du monde, quelle que soit la culture, sont ternaires, tripartites? Ça veut dire qu'il y a une universalité? En tout cas, au plan indo-européen, géographiquement, oui. Universalité, je n'irai pas jusque-là parce que je pense à des populations indigènes qui ont peut-être tout à fait une autre lecture du monde, mais on la retrouve, elle a forgé en tout cas beaucoup de la culture indo-européenne et occidentale. Voilà, c'est une de nos racines. Pour aborder donc le focal plutôt de la dualité de la polarité, ça a été beaucoup codifié dans la culture chinoise traditionnelle au travers du yin et du yang que vous connaissez tous et toutes, et qui en fait est tout simplement le reflet des lois de la physique, puisque nous avons des particules qui contiennent des charges électriques positives et négatives, et que l'interaction de ces particules crée des effets attractifs et répulsifs. De la même manière, sur un plan métaphysique, et encore que même dans la matière, on peut le constater, tout est dans la dualité et tout est polarisé. Le jour, la nuit, l'inspire, l'expire, la naissance et la mort, le féminin, le masculin, le vieux, le jeune, le chaud, le froid, le plaisir, la souffrance, la haine, l'amour, le juste, l'injuste, le bien, le mal. Tout ça, ce sont des émanations de la dualité qui font notre quotidien et qui ont codifié les traditions de sagesse. Et donc ça m'a amené, et je l'ai appris aussi en médecine chinoise, à intégrer la notion de la balance ou du balancier, à savoir que la dualité, la polarisation, fait que nous, êtres humains, nous sommes en permanence sur un balancier à devoir gérer les dosages entre un trop ou un trop peu, un défaut ou un excès de telle ou telle polarité. Et donc, en réalité, tout dans la vie est une question d'équilibre. Et comme le disait mon médecin chinois, nous sommes des équilibristes sur le fil de la vie. C'est ce que disent aussi les philosophes grecs en parlant du pharmakon, c'est-à-dire c'est un mot qui signifie que ce qui est poison peut également être remède. Voilà, ça signifie que tout est question de dosage et que nous devons, notre rôle en tant qu'être humain, c'est de veiller aux excès pour ne pas tomber dans un excès qui pourrait causer éventuellement des maladies ou la mort. Alors, nous avons donc déjà, avec ce double prisme de lecture, un double défi d'incarnation. D'une part, un défi d'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit, et d'autre part, un défi d'équilibre entre les polarités, dans la dualité, entre l'excès, du trop ou du trop peu. Et du coup, ça m'a amené à une troisième grille de lecture que j'appelle la régulation, dynamique de régulation, qui va en fait tout simplement consister à considérer que tout ce qui est en dynamique, est en mouvement, et que dès lors qu'il y a fixité ou qu'il y a stagnation, que ce soit dans le corps, l'âme ou l'esprit, avec une prédominance de l'un sur l'autre et qu'il n'y a pas de circulation qui assure l'équilibre, eh bien, il y a déviance, il y a pathologie. De même au niveau collectif,
On peut dire qu'un être humain n'est pas réductible à une fonction et que la tripartition des sociétés est condamnable. En réalité, ce qui est plus grave encore, c'est la fixité des fonctions, l'enfermement dans les fonctions qui sont sclérosantes ou qui peuvent créer une inflammation. Or, au quotidien, nous sommes tous autant que nous sommes, pardon, eh bien, nous sommes à la fois donc, réalisatrices, mais à côté, lorsque je donne des cours à mon beau-fils, je suis professeure. Quand je plante un arbre, je fais du jardin, je vais être agricultrice. Et puis je vais être musicienne, etc., etc. Donc nous passons d'une fonction à une autre et nous sommes d'une richesse et nous sommes dans la complexité, et nous incarnons la complexité en tant qu'être humain. Donc tout ça est une invitation à poser notre attention, à avoir conscience à l'alignement et l'équilibre et à cultiver ce que les traditions de sagesse ont appelé la voie du juste milieu. Et je voulais vous partager très rapidement, avant de conclure cette introduction, l'outil de régulation que j'avais appris en formation. Alors, la métaphore ne va peut-être pas plaire, mais si l'on considère que nous disposons d'une énergie vitale quotidienne, eh bien, c'est comme un peu un capital. Et donc, nous avons à considérer ce capital de la même manière qu'on considère un compte bancaire. Et de la même manière que nous pouvons dépenser notre énergie, la donner, l'extérioriser au quotidien, dans nos activités, nos productions, il incombe, il est important pour l'équilibre, notre équilibre à nous, énergétique, eh bien de recevoir, recréditer, recharger nos batteries, notre énergie. Et cette dimension du ressourcement et de la régénération, elle est absolument vitale. Et j'insiste là-dessus aujourd'hui parce que dans un monde remuant, bousculant, basculant comme le nôtre, c'est une dimension qui est d'autant plus importante, je dirais absolument vitale pour rester droit et rester confiant. C'est absolument fondamental. Alors, je voulais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous partager en lecture politique du monde actuel et de la crise que nous traversons. Commencer par un tableau que j'apprécie beaucoup, vous connaissez peut-être, qui est de Georges de Latour, qui s'appelle « Le tricheur à l'as de carreau », qui date du XVIIe et qui est visible au Louvre à Paris. C'est un très très beau tableau. Latour est un peintre qui a été très inspiré par le Caravage. On voit son inspiration notamment sur l'utilisation du clair-obscur, voilà, de la lumière et de l'obscurité. Je ne vais pas vous faire vraiment une analyse de tableau, c'est absolument pas l'objet, mais simplement rentrer dans un premier niveau de lecture. Quand on voit ce tableau, que voit-on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il parle évidemment d'un tricheur, donc de triche. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un jeu de cartes. Et un jeu de cartes, en l'occurrence, basé sur un jeu d'argent. On voit ici au bas de l'écran, par exemple, des pièces d'or. Et ce n'est pas un petit argent, c'est beaucoup d'argent. Ce jeu d'argent, c'est aussi un jeu de mains. Là, je vous ai fait un petit zoom sur ce mouvement des mains qui raconte tant de choses. Mais c'est aussi un jeu de regard. Et là, c'est par les regards qu'on va essayer de comprendre ce que raconte ce tableau. Alors, premier personnage et premier regard. Il s'agit d'un jeune noble qui, en l'occurrence, va être l'ingénu de la triche, de l'affaire. Pourquoi? Au niveau de son regard, c'est le seul à regarder ses cartes. Il est dans une sorte d'intériorisation, il est de son côté. Il ne prend pas en compte l'intégralité de la table. D'ailleurs, je vous remets le tableau en entier. Il est un peu à part dans le tableau par rapport aux trois autres qui, eux, sont en lien. Donc, lui est un peu dissocié. À côté de lui, eh bien, il y a une courtisane. Alors, elle représente la femme, la beauté, la séduction. C'est certainement elle qui a induit le jeune homme à rentrer, à jouer à ce jeu d'argent. Et comme à l'époque, il y avait aussi une représentation des vices, elle représente l'appât de la luxure. Elle regarde donc la femme à côté d'elle, qui se trouve être la servante. Servante qui, à son tour, utilise comme appât le vin, l'alcool, pour étourdir certainement le jeune homme. Et à son tour, cette servante regarde qui? Son regard est tourné vers bien, notre tricheur. Notre tricheur dont on voit que derrière son dos, il est en train de tirer son as de carreau qui va lui permettre de gagner probablement la partie. Donc, lui incarne l'appât du jeu. Alors, tous nos personnages sont donc nos trois personnages sont en lien par le regard, mais le tricheur regarde qui? Il regarde à l'extérieur du tableau. C'est-à-dire que cela sous-entend qu'il nous amène, nous, à regarder l'as de carreau et à regarder l'ensemble du tableau, à se poser la question de notre place. Donc, la deuxième lecture que j'ai envie de faire, eh bien, ce jeu d'argent et ce jeu de regard et ce jeu de main, eh bien, c'est certainement un jeu qui est celui du capitalisme, car le capitalisme, eh bien, c'est le jeu du profit, de l'accumulation, du capital, du gain d'argent. Mais doit-on réellement parler de jeu?
je serais assez péremptoire et je dirais qu'il ne s'agit pas d'un jeu ou alors d'un jeu mortifère, car il s'agit d'une guerre économique, selon moi, qui est fondée sur une guerre de classe. C'est une appréhension assez bourdieusienne, mais elle est vraiment fondée sur le maintien et l'aggravation des inégalités de naissance, puisque de mémoire d'hommes et de civilisation, ces inégalités ont toujours eu lieu et sont reproduites de génération en génération. Or, Thomas Piketty l'a montré dans un livre récemment, cette guerre relève d'abord de choix politiques et idéologiques. Elle ne vient pas de nulle part. Et ces choix-là, ils reposent sur un seul principe. Pour simplifier, la fondation, le fondement du capitalisme, c'est la domination. En latin, dominus, le maître. Nous sommes donc dans un rapport de jeu de maître et d'esclave, de dominant-dominé. Alors, ça m'amène du coup à la troisième lecture de l'œuvre. Mais qui joue de qui? Qui abuse de qui? Qui triche? Les tricheurs ont-ils un autre choix que de tricher pour vivre? Et le jeune homme n'est-il pas lui aussi un tricheur dans le fait qu'il est susceptible d'abuser de ses privilèges ou de sa caste ou de son rang? Le fait d'être dépouillé ne va probablement pas le mettre à la rue. C'est une question complètement ouverte et une interprétation comme une autre. En tout cas, la conclusion qu'on peut en faire, c'est que la triche est la première règle du jeu capitaliste. Et très récemment, ça fait 24 heures qu'on parle des Pandora Papers, on voit bien les trillions de dollars que l'évasion fiscale rapporte, que les capitalistes ne jouent pas le jeu de manière honnête, exemplaire. C'est bien une triche dont il est question. Donc nous sommes dans une dialectique du maître et de l'esclave que j'ai représentée ici par ce symbole de la lemniscate. On est assez enfermé, si vous voulez. Et c'est ça qui conditionne le côté fixe, la fixité de la tripartition de notre société, où il y a une reproduction des rapports de domination et d'inégalité. D'ailleurs, si on reprend le capitalisme au XXIe siècle, ça va être 1% qui possède plus de 50% des richesses et des ressources mondiales, et finalement 98% de la population qui n'a pas de voie de sortie. Un tel modèle ne peut pas être un modèle aligné ni à l'équilibre. Et c'est un modèle qui, de par les excès qui sont les siens, privilégie systématiquement le poison sur le remède. Donc, le passage dont nous sommes témoins actuellement, c'est un scénario de continuité. Une continuité d'un capitalisme libéral, celui hérité des physiocrates du XVIIe siècle, au capitalisme dit de surveillance, comme l'a théorisé Shoshana. Vous aurez la référence, je mets toute la biographie à la fin. Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est un continuum, une continuité également politique entre les révolutions industrielles. La quatrième révolution industrielle dans laquelle nous nous trouvons est annoncée comme étant la révolution où doivent fusionner le monde physique, numérique et biologique grâce à la biotech. Biotech dont on sait quelles sont les grandes gagnantes de la crise dont nous pâtissons. Cette biotech qui verra advenir et qui souhaite voir advenir l'Internet des objets, mais pas simplement l'Internet des corps, c'est-à-dire le fait de pouvoir exploiter les datas de nos corps biologiques. Nous sommes donc dans un continuum également idéologique où, depuis la Renaissance, une doctrine matérialiste, rationaliste, positiviste, scientiste, où le progrès n'est plus vu qu'à l'aune d'un techno-scientisme, eh bien, tout ça fait le jeu, fait le lit, nourrit une idéologie aujourd'hui transhumaniste. Alors, le transhumanisme, rapidement, je pense que tout le monde doit connaître, mais il a un objectif qui vise à acquérir l'immortalité, mais dématérialisée, en tout cas désincarnée, via le sacrifice du biologique. C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios. Soit c'est scénario Robocop, on fusionne le corps humain à un corps de métal, soit il y a un scénario Matrix, on fusionne la conscience humaine dans une intelligence artificielle. Probablement un mélange des deux. Mais ce transhumanisme, qui donc vise absolument à acquérir l'immortalité, eh bien, il va sous-tendre la nouvelle version, la nouvelle peau du capitalisme de surveillance qui va se développer grâce à ce qu'on appelle l'identité numérique. C'est-à-dire, on le connaît déjà aujourd'hui avec les QR codes, les passes, peut-être plus tard la puce, ce qui va faire que nous serons suivis, tracés, pour ne pas dire traqués, dans nos moindres faits et gestes, où que nous soyons et avec qui que nous soyons. Eh bien, tout ça fait donc le lit d'un paradigme, un nouveau paradigme politique qui, pour le coup, est très empreint de totalitarisme, et en l'occurrence de techno-totalitaire. Pour être allé en Chine en 2018, il m'avait bien semblé que la Chine était le laboratoire de ce paradigme-là, de cette idéologie-là, via le crédit social et le fait qu'il y ait 2 caméras pour un habitant en Chine aujourd'hui avec reconnaissance faciale. Et malheureusement, on constate que dans le discours, la bouche de bien
représentant politique. Ça semble être le modèle à suivre pour nos vieilles démocraties. Or, le transhumanisme, eh bien, pour répondre à Malraux, c'est bien le fait qu'il n'y aura pas de 21e siècle, au sens de 21e siècle incarné par des corps biologiques et des êtres de chair et de conscience, puisqu'il vise la sortie du corps, l'enfermement de l'âme dans une matrice numérique ou virtuelle et une coupure totale de l'esprit. Ainsi, la transformation politique, c'est un scénario de rupture, une rupture du paradigme post-matérialiste et renouer avec la complexité, renouer avec l'équilibre. Il nous faut sortir du jeu de la domination, sans quoi nous ne pouvons pas imaginer un autre monde, sortir de l'abus du mensonge. Et pour cela, effectivement, la transformation sociale nous invite à nous engager en tant que citoyens, parce qu'au niveau du collectif, il nous faut faire poids pour cela. Et individuellement, derrière un écran, nous ne pourrons pas aller au-delà de la simple protestation ou de l'indignation. Quant à la lecture psychologique, dans ce tableau, c'est un tableau du Titien qui est peut-être un peu moins connu, qu'on peut trouver à Londres, à la National Gallery. Il s'intitule « L'allégorie du temps gouvernée par la prudence ». Il est très énigmatique et il représente donc 3 têtes d'hommes qui surplombent 3 têtes d'animaux. Alors, nous avons donc un homme âgé, un homme adulte et un jeune homme ou un adolescent dans la force de l'âge, qui surplombent donc 3 têtes, une tête de loup, une tête de lion et une tête de chien. Et sur chaque tête figure une inscription en latin qui dit « Informé du passé, le présent, agit avec prudence, de peur qu'il n'ait à rougir de l'action future. » En première lecture, c'est donc un tableau qui parle de la prudence, qui est la mère des vertus, la première des 4 vertus cardinales chrétiennes. C'était un pilier de la philosophie grecque, la phronésis, souvent traduite par sagacité, ou celles qui font de la sagesse pratique. Et saint Augustin disait que la prudence, c'est l'amour qui sépare avec sagacité ce qui lui est utile de ce qui lui est nuisible. Ainsi donc, la prudence, elle contient le serment d'Hippocrate, ne pas nuire, primum non nocere. Et elle est déjà là en tant que garante et à mettre en évidence la valeur du principe et l'importance du principe de précaution. Le tableau parle aussi du temps comme étant le guide de la prudence, celui de l'homme âgé qui, de par son expérience, vient informer et transmettre au jeune homme les connaissances nécessaires à la bonne évolution de ce dernier. C'est donc une allégorie du développement harmonieux de l'être. En deuxième lecture, on peut donc imaginer que ce tableau il nous parle de la maturité psychologique de l'être humain, comment un être humain mature, se développe, grandit. Et alors, si la psyché parle des manifestations conscientes et inconscientes de l'individu, ici, on va pouvoir développer un propos autour de l'ego. L'ego comme étant ce qui structure un petit peu l'ensemble des composantes de la psyché, consciente et inconsciente, dans le sens où, outre le sentiment d'identité personnelle, il va être aussi encombré de peur, de conditionnement, de blessures, de croyances, de fidélité, de trauma, de névrose, de jugement, y compris d'idéologie, parce qu'il peut être influençable et influencé. Et donc, un ego qui n'est pas nécessairement encore expérimenté, il est par défaut enclin à l'imprudence et à l'hubris, c'est-à-dire le désir exponentiel jamais rassasié. Donc, un ego imprudent, un ego qui est prompt à l'hubris, il devient anthropique et il peut devenir également pervers. Et pour moi, la perversion, la définition que je vais en donner, c'est le fait de ne pas avoir de limites et d'être dans l'abus de pouvoir, l'abus de désir, c'est-à-dire abusus, à user jusqu'au bout. Cette absence de limites fait qu'on fait payer aux autres ses propres insatisfactions intérieures et ses propres désirs. Ainsi, pour passer d'un paradigme immature à un paradigme mature psychologiquement, eh bien, il s'agit de remettre en question, on pourrait dire, l'obéissance et peut-être la fidélité par trop aveugle du chien, qui pourtant sont des qualités, essayer de développer la pleine expression de la puissance du lion, mais sans abus de pouvoir, et développer un esprit libre, autonome, qui est celui du loup, mais respectueux du lion, parce que le loup peut également vivre en meute. Donc, les conditions de ce passage psychologique, c'est celui d'un engagement intérieur à transmuter, à alchimiser en soi les failles de son ego.
Et c'est ce que disait François Truffaut. J'ai appris ça très jeune et ça m'est resté toute ma vie. Bon, je veux le citer aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile qu'il faut la faire payer à tout le monde. C'est pour moi le mantra et la recette anti-perversion et de toute thérapie. Et c'est probablement aussi une manière de formuler la règle d'or. Traite autrui comme tu voudrais être traité. Donc ici, la transformation psychologique, c'est celle d'un passage d'un âge à un autre. L'enjeu, c'est la transformation de l'ego, la conscience de la perversion et l'invitation qui est faite à embrasser une transformation personnelle, la transformation de l'individu. Et donc, pour terminer par une lecture un peu plus spirituelle, je voulais vous partager ici ce tableau que je trouve extraordinaire. Là encore, c'est non pas une allégorie, mais une parabole, comme le dit le titre en français, la parabole des aveugles, de Bruegel l'Ancien, toujours du XVIe siècle, un tableau qu'on peut voir à Naples. Un tableau énigmatique, mais qui pourtant est inspiré d'un passage de la Bible, en l'occurrence de l'Évangile selon saint Matthieu. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou, ce qu'on appelle la parabole du Christ. Et donc, on voit bien effectivement que si un aveugle conduit un aveugle, il tombe. Mais si un aveugle conduit 5 aveugles, il chute également. Et donc, ce tableau assez mystérieux, énigmatique et métaphysique, en fait, il nous amène à considérer, à se questionner sur l'aveuglement. L'aveuglement, qu'est-ce que c'est? C'est la condition première de l'être humain. Quand nous naissons en tant qu'être humain et même quand nous grandissons, nous sommes aveugles et ignorants du pourquoi. Pourquoi nous naissons, pourquoi nous vivons, pourquoi nous mourons, pourquoi nous désirons, pourquoi nous avons peur, d'où viennent nos conditionnements. Nous sommes ignorants et aveugles de beaucoup de choses, de tout, quasiment tout. C'est d'ailleurs pour ça que l'humain a développé cette quête de sens, le besoin de s'exprimer artistiquement, de s'expliquer par la religion, les mythes, etc. Mais cet aveuglement, il peut être aussi en abîme, en miroir, dans le sens où le fait de ne pas voir, c'est aussi ne pas voir que l'on ne voit pas. Et un aveugle, et là en l'occurrence, les aveugles qui sont représentés, les aveugles sont aveugles à leur propre aveuglement et au fait que, du coup, ils sont dans une chute. Donc, métaphoriquement, l'humain ignore qu'il ignore. Et ça a l'air tautologique, mais cet aveuglement de l'aveuglement, eh bien, pour moi, c'est ce que j'appelle le déni. C'est ma définition du déni. C'est le fait de ne pas voir que l'on ne voit pas, d'ignorer ce que l'on ignore et de ne pas chercher à y voir quoi que ce soit. Donc, en deuxième lecture, ce tableau représente une chute. On pourrait l'imaginer comme une frise chronologique, ça pourrait être même une métaphore des civilisations qui naissent et puis qui disparaissent. Il part de l'entropie, de la finitude, de notre sort individuel et collectif. Mais finalement, il nous parle de notre aveuglement à quoi? À la chute elle-même. Et à l'aveuglement de notre mort, de notre disparition, de notre propre finitude. Donc il nous parle aussi d'un déni qui est le déni collectif des civilisations de considérer leur propre fin. Et je pense là donc au paradigme capitaliste qui essaie désespérément de se réinventer de manière totalitaire, arbitraire et mortifère, alors même qu'on pourrait accuser réception de sa bonne fin et pouvoir tout simplement passer à un autre paradigme. Alors, cette invitation, c'est donc à prendre conscience de la mort et de la chute, parce que cette conscience de la mort, et toutes les philosophies et les philosophes l'ont dit, c'est une clé d'évolution spirituelle et de qualification de notre conscience. Parce que quand le tableau nous montre notre aveuglement, eh bien, il nous donne à le voir. Et commencer à voir que l'on ne voit pas, c'est commencer à voir tout court. Donner à voir notre ignorance, c'est commencer à ignorer moins. Savoir que l'on ne sait pas, c'est commencer à savoir. C'est tout le début de la sagesse et c'est le début de la philosophie dont le précepte était « je sais que je ne sais rien ». C'est le point de départ. Donc, en fait, le tableau nous invite à revenir à ce point de départ de la conscience et du coup, par là même, de sortir du déni, de l'aveuglement, l'ignorance de l'ignorance. Il nous arrache quelque part à ce phénomène de miroir, d'aveuglement, et il nous permet de dépasser ce stade réflexif dans lequel nous sommes. Donc finalement, dans ce paradigme-là, spirituel, eh bien, c'est passer d'un état non conscient à un état conscient. Et le choix qui est le nôtre, c'est persister dans l'aveuglement, scénario de continuité, ou qualifier notre conscience, scénario de rupture. Ainsi, pour moi, voir, ça relève davantage du rapport à l'invisible plutôt qu'au visible. Et développer la vision, c'est développer la conscience de la conscience sur elle-même, c'est-à-dire une forme de clairvoyance. Je ne reviens pas dessus, je viens d'en parler assez rapidement. Mais pour conclure,
Je vais répondre de manière aussi péremptoire que Malraux, en disant que le XXIe siècle sera spirituel parce que je choisis de l'être. Eh bien, parce que nous choisissons un scénario qui est un scénario de rupture, mais c'est-à-dire un scénario de rééquilibrage, un scénario de réalignement, un scénario de régulation de nous-mêmes, individus, et de notre société, de notre vivre ensemble, eh bien, nous faisons du monde un monde spirituel et nous incarnons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ainsi donc, c'est une invitation à cultiver, que ce soit en soi ou dans le monde, les vertus que nous voulons voir advenir et qui sont les garantes de ce qu'on appelle en santé l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre général du corps et sa capacité à s'auto-guérir et s'auto-réguler. Alors, ce que je nous souhaite à tous et à toutes, c'est au travers de nos propres transformations, qu'elles soient politiques, psychologiques ou spirituelles, c'est de développer progressivement la puissance du lion et l'autonomie du loup, dont on dit que de tous les animaux, il est indomptable et indomesticable. Donc voici pour ma conclusion. Et en guise d'ouverture à notre échange, je me permets juste de vous montrer déjà en point de départ, dans les dynamiques de régulation, c'est-à-dire de recharge, de ressourcement, dont nous avons absolument besoin aujourd'hui, le contexte crisique qui est le nôtre, eh bien, comment recréditer notre compte bancaire énergétique, que ce soit au niveau du corps, de l'âme ou de l'esprit, aller dans la nature, bien s'alimenter, avoir des bonnes relations, essayer de se nourrir de vérité et d'être vrai en vérité avec les autres. Tout ça sont des manières de se recréditer et de rester droit. Et au niveau collectif, cultiver également des vertus dont nous avons désespérément besoin, la prudence, la cohérence et le discernement. Mais j'en dis pas plus, ce sera l'objet de notre dialogue tous ensemble. Merci beaucoup.